Aujourd'hui, on essaie le cadre un peu décadré et on va parler pour le coup de ce qui est devenu une de mes plus grandes peurs parce que c'était déjà deux de mes peurs. On va parler d'une nouvelle de David Foster Wallace et d'une scène. Dans ma tête, c'est encore la rentrée, il est tard et on est en semaine et c'est un peu compliqué comme rentrée pour moi quand même ces temps-ci. Quelque peu difficile. Mais c'est bien pour ça qu'on a fait une vidéo en compagnie un dimanche parce que 2 vidéos la semaine dernière. J'allais dire c'était moi de trop, mais c'est à peu près ça. C'était pas un rythme que je pouvais tenir, je vais quand même essayer de garder une vidéo hebdomadaire, mais... si je suis trop fatiguée, je suis trop fatiguée. On va essayer. C'est même pas une question de temps à ce niveau-là, c'est une question d'énergie, mais le temps quand même il manque. Et parce que quand on n'a pas de temps, on a moins d'énergie parce qu'on n'a pas l'énergie de se reposer. En gros, on est dans le recueil de nouvelles L'oubli de David Foster Wallace. Encore lui, vous n'allez pas être content parce que quand je fais des vidéos sur Wallace, elles sont pas trop vues comme les vidéos franchement BD par exemple. C'est traduit de l'anglais par Charles Recourcé. Je l'avais croisé à une lecture il y a longtemps, mais l'Infinie Comédie n'était même pas sortie à l'époque. Édition de l'Olivier, je sais même plus de quand ça date, l'oubli. Moi je l'ai lu en 2004, donc 4 ans avant sa mort, Oblivion. 2016 pour la version française parce qu'on a 14 ans de retard. Non, 12 ans, ça va. Si c'est que 12 ans, ça va. Et moi en fait j'ai envie de reprendre un peu cette nouvelle. L'âme n'est pas une forge. Alors, rien que le titre, je sais plus. En fait j'ai dû relire le début de toutes les nouvelles pour essayer de retrouver cette scène que j'avais trouvée absolument terrifiante. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit que c'était la rentrée, la fatigue et l'effroi le plus inconsidérable. L'âme n'est pas une forge. Je vais lire. Plus tard, Terence Whelan, ou Terence, mon père et mes oncles, ils avaient un correspondant américain, on l'appelle Terence, mais en même temps, nous, on est bien franchouillards. J'ai jamais rencontré, moi. J'ai lu ses lettres. Ouais. Il habite dans l'Indiana. Sa mère a fait du saut en parachute à 70 ans. Les États-Unis, c'est un pays incroyable. Plus tard, Terence Whelan serait décoré au combat sur le front indo-chinois, et il aurait sa photo et un article sensationnel et élogieux dans le Dispatch. Mais Miranda ou moi, on ne connaissait personne qui soit capable d'établir ce qu'il avait fait après sa démobilisation et son retour à la vie civile. En capitale. Je vais vous raconter comment Frank Caldwell, Chris de Mathéis, Mandy Blem et moi, on est devenus, selon la formule du journal, les 4 otages accidentels et comment notre drôle d'alliance pas ordinaire et le traumatisme qui entoure son origine ont pesé sur la suite de notre vie professionnelle et personnelle. Et là, en fait, on a déjà peur. Parce que là, première personne, on a compris qu'il s'était passé un truc, c'est abominable. Un otage accidentel, déjà être un otage, c'est pas cool. Mais on a cette espèce de prosaïsme objectif qui veut se rattacher aux faits et qui va s'y attacher de façon absolument myope. Et en fait, comme... Tout à l'heure, je me demandais, est-ce que David Foster Wallace, c'est quelqu'un qui écrit sur le trauma? Non, c'est quelqu'un qui écrit sur l'angoisse. Mais ça peut être très proche. Et l'angoisse, c'est ce qui... L'angostia, c'est ce qui serre la gorge. Et pas l'angustia, parce que ça, c'est ce qu'on va manger. Faut pas manger les animaux. Mais ça va être l'angoisse, ce qui va vous focaliser sur le détail. Sur le tout petit détail. Et en fait, on a les yeux qui s'écarquillent au moment de l'angoisse. Et on a ce truc qui peut être un peu myope. Alors, dans les faits, le champ de vision s'élargit, mais le cerveau, il retient plus le détail. Et c'est là qu'on voit que le narrateur lui-même n'est pas franchement forcément fiable, puisque, en fait, il narre, donc là, pour le coup, un trauma, une angoisse. Et je reste sur cette question. Est-ce que David Foster Wallace est un écrivain du trauma? Je pense que c'est vraiment un écrivain de l'angoisse, mais les deux étant si proches, ça rend aussi les choses un peu intéressantes. Et il y a cette espèce de ton là, un peu scolaire, très prosaïque, comme si c'était quelqu'un qui faisait un compte-rendu en ne sachant pas bien écrire. Et donc ça donne l'impression d'un narrateur peut-être désemparé, en tout cas pas très adroit,
Et ça va amener une écriture elle-même angoissante parce que comme ça, on va avoir détail par détail une espèce de chronologie qui va être heurtée, me semble-t-il, hein, si je me souviens bien. Je l'ai lu il y a 2-3 ans, ça, Oblivion, ça commence à dater pour moi. Je crois même qu'à l'époque, j'aimais encore Jérémie, c'est vous dire. Et donc, les angoisses comme ça qui vont se focaliser sur ces détails, enfin, la focalisation sur les détails va ramener de l'angoisse. Je vais continuer. Il est super tard. L'idée martelée dans les articles du Dispatch, c'était que nous quatre, tous considérés comme des élèves lents ou à problème, ça rajoute à la dimension peu fiable du narrateur, on n'avait pas eu la présence d'esprit de fuir le cours d'éducation civique en même temps que les autres enfants, ceux qui avaient débouché sur la crise des otages, un peu comme la BD Cochon, quoi, et justifier la prise d'une vie. Et alors là, c'est moins cool. Le lieu du traumatisme initial, c'est le cours d'éducation civique. Alors ça, on comprend. En 2e heure à l'école primaire Herbie Hayes, ici à Columbus, dans l'Ohio. C'était il y a très longtemps. On avait un plan de classe obligatoire et des pupitres désignés. Ils étaient fixés au sol en rangée bien droite. Nous avions 9 ans en 1960, et ça c'est d'autant moins fiable parce que 9 ans, on a tendance à croire que la vérité sort de la bouche des enfants, mais enfin on peut pas tout à fait la croire. Et puis, il va y avoir la distance, et puis il est peut-être un peu lent, il y a peut-être un problème. D'ailleurs, s'il a été dans cette situation, c'est bien peu de sa faute. Victim blaming. Nous avions 9 ans en 1960, une époque de patriotisme fervent et pas très réfléchi. Aujourd'hui, on dit souvent que c'était une époque un peu plus innocente. Ça veut dire que peut-être qu'on réfléchit plus, mais que c'est moins bien. Qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui n'est pas fiable? L'éducation civique était une matière imposée par l'État. Ça l'est en France, hein, on a une... Les profs ont maintenant, et ça c'est une nouveauté que j'ai vu apparaître, donc ça date mais pas tant que ça, une question, agir en fonctionnaire de l'État de manière éthique et responsable. Et c'est passé. Et c'est passé. L'éducation civique était une matière imposée par l'État qui nous enseignait la Constitution, les présidents et les pouvoirs du gouvernement. Au 2e trimestre, on avait même construit des maquettes des branches du gouvernement en papier mâché, reliées par des routes et des chemins, pour illustrer l'équilibre des pouvoirs que les pères fondateurs avaient introduits dans le système fédéral. J'avais fabriqué les colonnes doriques du pouvoir judiciaire avec les cylindres en carton des rouleaux d'essuie-tout coronés, la marque préférée de notre mère. C'est en mars, pendant la période froide qui paraissait sans fin, où notre prof d'éducation civique était absente, le passage colonne dorique, hein, il est bizarre, donc on a une voix bizarre, qu'on a étudié la Constitution américaine et ses différentes versions et ses amendements sous la supervision de M. Richard A. Johnson, un remplaçant de longue durée. À l'époque, les congés maternité n'avaient pas de durée officielle, mais tout le monde avait remarqué, au moins depuis Thanksgiving, que Mme Roseman était enceinte. À Hayes, la salle d'éducation civique comprenait 6 rangées de 5 pupitres. Les pupitres et les chaises étaient solidement fixés au sol et les pupitres s'ouvraient avec des charnières, comme dans toutes les classes de primaire de cette époque, où on n'utilisait pas de sac à dos ni de cartable. Et là, tous ces petits détails, ça fait comme des espèces de digressions, qui en fait, par des effets de dilatation, vont ajouter la tension dramatique qui se met déjà en place. Et là, l'horizon d'attente, c'est, ok, il y a eu une prise d'otage, c'est des otages accidentels, c'est quoi ce bazar? Pourquoi on est en cours d'éducation civique et on nous parle des charnières des pupitres? Mais donc, qui est ce type qui nous cause? Et qui n'a donc pas 9 ans, mais qui a l'air d'être resté un peu bloqué à ce stade-là. Dans le bureau qui nous était assigné, on rangeait nos crayons numéro 2, les copies pour les rédactions, la colle et tout le nécessaire au cours de primaire. C'est aussi là qu'on devait mettre notre manuel pendant les contrôles. Je me rappelle encore qu'en ce temps-là, les copies pour les rédactions étaient en papier gris clair, doux, glissant, avec des lignes épaisses en pointillés bleus. Les devoirs qu'on rendait sur ce papier paraissaient toujours un peu flous à la fin. Et ça, on a une espèce d'effet d'hypalage. Hein. Donc l'hypalage, c'est ils allaient solitaires sous la nuit obscure, donc c'est l'inverse. Ils allaient obscurs sous la nuit solitaire. Une inversion des qualités entre deux groupes. Et ça marche très bien, en fait, pour voir, en fait, par exemple, dans la description d'un paysage, l'état d'âme du personnage. Et là, on a un peu envie de se dire que cette copie, elle nous parle de ce texte avec ce petit flou à la fin. Et c'est souvent le cas chez David Foster Wallace, c'est un peu flou à la fin parce qu'on va avoir une telle surabondance de détails qu'on ne peut plus hiérarchiser les informations. Et ça, c'est vraiment mimétique de
d'une certaine époque médiatique, hein, donc celle de la télévision pour David Foster Wallace, qui n'a pas trop voulu se mettre à Internet d'après sa biographie, ou pas trop vite, puis bon, il est mort en 2008. Je crois que c'était quand même le début de YouTube. Alors si David Foster Wallace avait été youtubeur, je pense que je l'aurais haï. Mais je crois que c'est un peu comme Céline, et dans une autre dimension. Louis-Ferdinand Céline, c'est vraiment quelqu'un que je trouve abject. Et plus on en apprend sur Céline, et plus il est abject. Tout en aimant ses textes, hein, c'est pas tellement la question. Et en même temps, j'ai une espèce d'attachement extrêmement étonnant à Céline en interview, quand Céline explique qu'il a écrit ouais, je suis au bout de la nuit parce que, vous savez, à l'époque, il y avait le terme, et le terme c'était difficile, il fallait payer le loyer, etc. Et j'y crois pas, il se fout de nous, et en même temps il me fait rire. Et il serait mon contemporain, je ne le supporterais pas. Je ne pense pas. Enfin, je pense pas que Céline pourrait être Céline aujourd'hui, parce qu'il... Et encore là, je suis en train de penser à Zemmour, mais enfin Zemmour n'a quand même pas le talent de Céline. Mais il y a... Je pense qu'il y a des choses chez Zemmour dans le côté provocateur qui peuvent le rapprocher de Céline. Je pense. Après, moi, je regarde le moins possible la télévision. Et alors, plus je vois que j'en entends parler sur Twitter, moins j'écoute la télé et ce qu'on dit de Zemmour, et je vois bien qu'on en parle et ça me chagrine. Enfin, je sais pas si j'aurais aimé David Foster Wallace en le rencontrant. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours lu alors qu'il était déjà mort. Et je pense qu'une part de mon attachement vient aussi du fait que, sachant qu'il était mort, je lui en veux moins. Pour ce qu'on peut considérer comme des défauts, mais je ne sais même pas si ce sont des défauts, mais pour des questions, on va dire, de politique, d'éthique, mais même aussi parfois des questions stylistiques, parce que David Foster Wallace reste un écrivain difficile à lire. Je poursuis. À Columbus, tout le primaire, on avait une classe principale, assignée. En hiver, c'est là qu'on laissait notre manteau et nos bottes à un crochet et sur un rectangle de papier journal, respectivement le long du mur, un crochet par élève avec un morceau de carton coloré avec le prénom et l'initiale du nom marqué au feutre. C'était dans le pupitre de notre classe principale qu'on gardait notre réserve de fournitures. On a l'impression d'une énorme digression qui va mettre en place le décor. À cette époque, je crois que le truc qui nous paraissait le plus adulte au collège-lycée Finchinger de l'autre côté de la rue, c'était que les grands n'avaient plus de classe principale, mais qu'ils changeaient de classe à chaque cours, et rangeaient leurs affaires dans un casier avec un cadenas à code qu'ils devaient mémoriser avant de détruire le bout de papier sur lequel on le leur avait donné pour que personne ne puisse cambrioler leur casier. Rien de tout cela ne rapport direct, il est un peu ridicule, il se fout de nous, hein, avec les circonstances qui ont amené le quatuor improbable composé de Chris DeMatteis, Frankie Caldwell, la bizarre et dérangée Mandy Blem, et moi-même, à fusionner dans ce qui a été surnommé de manière plus informelle les 4. Si ce n'est peut-être que les arts plastiques et l'éducation civique étaient les 2 seuls cours pour lesquels on quittait notre classe principale. Ils avaient lieu dans des salles spéciales, avec un équipement spécial, et avaient donc chacun leur trimestre et leur prof spécialement formés. Et les élèves quittaient la classe principale pour y aller à une heure précise. Dans notre cas, c'était la 2e heure. On se rendait de notre classe principale aux classes d'art plastique et d'éducation civique de Madame Barry et de Madame Rosman, en file indienne, sans bruit, par ordre alphabétique et surveillée. La fin des années 1950 et le début des années 1960 n'était pas une époque de laxisme et de désordre, ce qui a rendu d'autant plus traumatisant les événements de ce fameux jour en éducation civique et a poussé plusieurs élèves, dont Terence Villan, qui était peut-être un peu mou pour un garçon en ce temps-là, et qui portait parfois des sandales et un bermuda en cuir, mais qui était très fort au foot, et dont le père était un ingénieur hydraulicien parti d'Allemagne de l'Ouest et devenu citoyen américain, et qui savait retourner ses paupières de façon à montrer, je fais pas ça, je déteste ça, à montrer la membrane muqueuse de l'intérieur avant de se trimballer comme ça dans la cour, ce qui lui donnait un certain cachet. Enfin, fin de la parenthèse. A quitté Ace pour de bon, parce que revenir dans l'école leur faisait remonter des souvenirs et des émotions traumatiques tenaces. Je comprendrai seulement bien plus tard que l'incident au tableau en éducation civique risquait fort d'être l'événement le plus spectaculaire et le plus passionnant auquel je serais mêlée de toute ma vie. Comme pour ce qui concerne mon père, je crois que, tout compte fait, je suis content de ne pas en avoir été conscient à l'époque. Ma place était maintenant, et Madame Rosman en aurait été rudement déçue, près de la fenêtre.
La salle d'éducation civique de Madame Rosman, avec ses portraits des 34 présidents accrochés à intervalles réguliers sur les 4 murs, juste en dessous du plafond, et ses cartes géographiques déroulantes des 13 premières colonies de l'Union et des États confédérés vers 1861, et aussi des États-Unis actuels, îles hawaïennes comprises, et ses placards en acier remplis de toutes sortes de matériel complémentaire, contenaient surtout le grand bureau métallique du prof et un tableau noir situé à l'avant de la pièce, et un total de 30 pupitres et chaises sur lesquels nous, la classe de Mademoiselle Vlastos, on était répartis par ordre alphabétique, en 6 rangées de 5 élèves. Vu que M. Johnson était un remplaçant, on s'était amusé à changer le plan de classe de Madame Rosman et à inverser la disposition est-ouest de nos rangées assignées. Du coup, Rosemary Hearn et Emily Enbar se retrouvaient à l'avant de la rangée, la plus proche du mur ouest et des porte-manteaux, où rien n'était jamais suspendu parce que la classe d'éducation civique de Madame Rosman n'était la classe principale de personne. Et de la porte de la salle et le second jumeau, Swearingen à l'avant de la rangée la plus à l'est, à côté de la première des 2 grandes fenêtres du mur est, dont les lourds stores pouvaient être baissés pour projeter des films fixes, ou même un film historique de temps à autre. J'étais à l'avant-dernier pupitre de la rangée la plus à l'est. Une erreur logistique que Madame Rosman n'aurait jamais tolérée, car j'étais classée insuffisant en compréhension orale et dans la catégorie associée, suivi des consignes, et à Hayes, tous les instituteurs chargés des petites classes savaient que j'étais un élève qu'il fallait placer le plus loin que possible des fenêtres et autres sources de distraction potentielles. On se rapproche, hein, et on sent qu'il y a un truc, et ça, c'est vraiment... Il y a ça chez Montaigne, mais chez Wallace, ça se passe pas de la même façon. C'est l'écriture chou-fleur, c'est la digression qui va revenir. Sauf que chez Montaigne, on a du chou-fleur, ça revient toujours au point initial et ça progresse. Un peu comme des spirales avec des volutes. Chez Wallace, c'est toujours la tension dramatique qui monte. Et alors ça commence, on est déjà au taquet. L'idée, c'est d'aller taquet puissance 10, quoi. Dans toutes les fenêtres du bâtiment, il y avait un maillage métallique incorporé au verre pour que la vitre résiste mieux en cas de balle aux prisonniers perdus ou de pierres jetées par un vandale. Et aussi, l'élève juste à ma gauche, sur la rangée d'à côté dans notre ersatz de plan, était Sanjay Rabindranath, qui bossait tout le temps comme un fou, avait une écriture exemplaire et était peut-être de tous les élèves de Hayes le meilleur voisin à avoir pendant un contrôle. Le maillage, qui divisait la fenêtre en 84 petits carrés plus une rangée de 12 rectangles étroits là où la première colonne verticale frôlait la bordure droite, et on sent qu'il s'ennuie en cours, visait aussi à ce que la fenêtre soit moins divertissante et à minimiser les risques que les élèves se laissent distraire ou se perdent dans la contemplation du décor, qui, en éducation civique au mois de mars, se limitait globalement à un ciel gris et au diamant d'un terrain de baseball non grillagé qui servait à la Ligue junior entre le 21 mai et le 4 août. Derrière, rétréci par la perspective, masqué par Taft Avenue et n'occupant que 3 carrés en bas à gauche de la fenêtre, se trouvait le terrain grillagé réglementaire de Fishinger, où les grands jouaient en ligue American Legion de façon à garder une condition optimale pour la saison scolaire. Chaque printemps, des vandales fêlaient quelques fenêtres de notre école. Plusieurs pierres dépassaient du sol des terrains de foot, et je pouvais en voir au moins la moitié depuis ma place, sans mouvement perceptible de la tête. Avec les yeux qui bougent. Presque tout le diamant désert et abandonné pouvait également se voir moyennant 1 ou 2 ajustements subtils, son champ intérieur couvert de boue partout où il n'y avait pas de neige. Je suis quelqu'un qui a toujours eu une bonne vision périphérique et pendant le plus gros des 3 semaines de M. Johnson sur la Constitution, ma présence en éducation civique a surtout été corporelle, vu qu'en réalité mon attention était tournée vers la périphérie, les terrains et la rue, divisés par le maillage de la fenêtre. Ça, comme si on n'avait pas compris, faut le préciser. Allez, mimons la lourdeur. Le maillage de la fenêtre en carré, séparé, pas si différent des rangées de cases qui composent les bandes dessinées, les storyboards des films, les comics du magazine d'Alfred Hitchcock, tout ce genre de choses. Évidemment, cette distraction était fatale pour ma compréhension orale en 2e heure pendant l'éducation civique, parce qu'elle poussait mon attention non pas juste au vagabondage paresseux, mais à la construction active d'histoires fantastiques complètes, linéaires, séparées les unes des autres, comme les carrés, qui se déployaient souvent avec un luxe de détails.
C'est-à-dire que tout élément, tant soit peu remarquable du paysage, un détritus coloré, que le vent poussait de carré en carré, ou un bus qui roulait au pas de droite à gauche à travers les trois lignes du bas, m'inspirer des films ou des storyboards de dessins animés imaginaires et secrets, et tous les autres carrés du maillage pouvaient me servir à prolonger, à développer mes histoires. Parce que les carreaux de la fenêtre, à travers lesquels ce, je suppose, garçon voit, correspondent à des cases de bande dessinée ou à... Oh, les vignettes... des diapos. Des diapositives, je voulais dire des diaporamas, des diapositives, voilà. Ça, je crois pas qu'on ait eu de machine réellement à ça. On en avait une petite Lucky Luke. On avait un mini Super 8 Lucky Luke aussi. Je crois. Sous son air anodin, le bus est en réalité réquisitionné par l'ennemi juré de Batman à cette époque, Red Commando, qui, dans une vue intérieure sur plusieurs carrés successifs, retient en otage, entre autres, Mademoiselle Vlastos, plusieurs enfants aveugles de l'école pour sourds et aveugles, et mon grand frère terrorisé ainsi que sa prof de piano, Madame Doudna, jusqu'au moment où Batman, et, derrière son petit masque décoratif, un Robin parfaitement reconnaissable, s'infiltre dans le bus par une série d'acrobaties à la corde et au grappin, qui remplissaient et animaient, chacune un carré réticulé de la fenêtre, puis devenaient des tableaux figés, tandis que mon attention passait à la case suivante, et ainsi de suite. Je ne sais plus quand ça commence. Ces constructions imaginaires, qui occupaient souvent la fenêtre entière, étaient un travail difficile et demandaient de la concentration. La vérité, c'est qu'elles n'avaient pas grand-chose à voir avec ce que Madame Claymore, Madame Taylor, Mademoiselle Vlastos ou mes parents appelaient mes rêvasseries. À l'époque du traumatisme déclencheur, j'avais encore 9 ans. J'en aurais 10 le 8 avril. Cette période de mes 7 ans quasiment jusqu'à mes 10 ans était inquiétante et ennuyeuse, surtout pour mes parents. Car, au sens classique du terme, je ne savais pas lire. Je veux dire par là que je pouvais survoler une page d'une mère à l'autre, l'histoire de l'Amérique en mots et en images, manuel imposé par l'État pour les cours d'éducation civique à cette époque, et fournir certaines informations quantitatives précises, telles que le nombre exact de mots par page, le nombre exact de mots sur chaque ligne, et souvent le mot, voire la lettre, ayant le plus et le moins d'occurrences sur une page donnée. Par exemple, ainsi que le nombre d'occurrences de chaque mot, et souvent je retenais ces informations longtemps après avoir lu la page, alors que je n'arrivais pas dans la majorité des cas à intégrer ni à exprimer de manière satisfaisante ce que les mots et leurs diverses combinaisons étaient censés signifier. C'est en tout cas le souvenir que je garde de cette période. Avec pour conséquence des notes bien en dessous de la moyenne en assimilation du travail à la maison et en compréhension écrite. Au soulagement général, mon problème de lecture s'est inversé de lui-même, presque aussi mystérieusement qu'il était apparu vers mon 10e anniversaire. Alors, je vais essayer de sauter des passages, mais là on a l'ambiance qui est spéciale, et là on se demande c'est quoi cet élément traumatisant déclencheur. Et le fait donc d'avoir ces effets de dilatation, donc d'attente, de dilatation du temps et de remplissage de paroles, pose cette ambiance un peu inquiétante, où on ne sait pas trop si on parle à quelqu'un de sain, de traumatisé, ou qui en plus serait plus ou moins simple d'esprit, et on voit que les difficultés scolaires ne nous aident pas à avoir une image, on va dire, valorisante de ce personnage. Oh, je saute des pages, oh je suis désolée. Donc on a des préventions de M. Johnston, qui a déjà été un autre remplaçant. D'une autre institutrice. Je ne l'ai pas relu avant de... Oh. Ouais, je vais sauter des pages, mais je vais garder des passages. Et cette nouvelle m'a énormément marquée. Alors là, page 102, j'ai en capitale qui va trouver le texte. Dans l'ensemble, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Et donc on a une description comme ça, ultra focalisée, ultra myope sur tous ces détails. Et on comprend que
David Foster Wallace a mis en place un personnage narrateur qui, probablement, on le voit avec ce qui n'est donc pas des rêveries, est déjà perdu dans, même pas ses pensées, mais dans la contemplation de micro-détails du paysage. Alors forcément, s'il se passe quelque chose, tout cela va être décuplé. Dans l'ensemble, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Quels aspects précis de la déclaration des droits nous expliquait M. Johnson pendant que l'histoire de Ruth Simmons et de son queue-fille disparu remplissait une case de la fenêtre après l'autre. Je suis incapable de le dire parce qu'à ce stade, il faut bien avouer que mon corps était aussi absent que mon esprit. C'était quelque chose d'habituel durant cette période. Pour être honnête, c'est ce qui avait décidé Mme Rossman et la direction à m'éloigner de toute forme de distraction. Par exemple, en m'empêchant de m'asseoir près de Cadwell. Je ne me rappelle même pas avoir remarqué exactement quand les chiens dehors ont rompu leur attachement initial et se sont mis à marcher en cercles de taille un peu différentes, en reniflant le sol et la boue du diamant, etc. Alors, la température, pas mal d'autres détails. Je vais sauter des passages parce que c'est très très long. Et moi, je veux vraiment arriver sur... Donc là, on a ces paysages, ces paysages, ces paysages et les chiens. J'arrive page 105, page 106. Donc là, j'attrape des phrases au vol. Hein. Et les deux chiens sauvages qui avaient le poil emmêlé et les côtes saillantes, et pour le pied une grande plaie verdâtre près de la base de la queue, étaient durs et cruels. Ils montraient les dents à Cuffy, etc. etc. Ça continue. Voilà. Et dans le carré suivant, Cuffy était forcé de mettre ses petites pattes avant sur le bord de la canalisation en ciment, et il essayait de hisser son arrière-train pendant que les chiens noirs grognaient et lui mordillaient les tendons. L'expression du chien dans l'image était révélatrice. Elle signifiait que Cuffy était terrifié et malheureux, et qu'il ne demandait qu'à se retrouver derrière le grillage du jardin et à remuer la queue, en attendant le bruit de la canne blanche miniature de Ruth qui remontait l'allée, pour l'appeler et lui dire bonjour en lui caressant le ventre et lui chuchoter sans arrêt qu'il était beau, et que ses oreilles et ses petites pattes toutes douces sentaient bon, et qu'ils avaient de la chance de la voir, tandis que le chien noir sautait sans problème sur le rebord de la canalisation dégoûtante derrière Cuffy, et, avec un regard menaçant de chaque côté, disparaissait dans la gueule ronde et noire du conduit, et c'était la fin de la ligne. Pendant ce temps-là, dans les prémices du véritable incident, M. Johnson avait seulement écrit « tu » au tableau. Mon souvenir de l'incident a un défaut évident. C'est que les prémices du traumatisme ont eu lieu majoritairement en dehors de ma conscience. Si intense était ma concentration sur le maillage de la fenêtre, où je remplissais la ligne suivante de mon récit avec des cases où la pauvre mère, Madame Simmons, zigzague lentement au volant de la voiture familiale dans les rues enneigées du quartier tout en s'arrachant des cheveux gris qu'elle essaie de repérer dans le rétroviseur intérieur et d'attraper avec sa pince à épiler, et où le père, sous la neige, manie un gros engin qui ressemble un peu à une grosse tondeuse, mais en plus imposant et avec 2 fois plus de lames rotatives, et que du même orange vif, etc., que celui des chasseurs. C'est pour ça, j'ai sauté page 107, que je ne voyais ou ne savais absolument rien de ce qui commençait à se dérouler pendant le cours d'éducation civique. Même si j'ai entendu l'histoire complète tellement de fois par mes camarades de classe et les autorités le dispatch, que dans mon souvenir, c'est presque comme si j'avais été un témoin valide présent depuis le début. Selon l'avis professionnel du docteur Byron Ment, c'est un I. Une fois, j'ai demandé à un Anglais, qui était en plus en études d'anglais, je lui ai dit, mais c'est affreusement compliqué l'anglais, regarde, les lettres, elles se prononcent pas toujours pareil. Il m'a dit, mais si, c'est facile. Je lui ai dit, regarde le I. Il me dit, ben oui, mais le I, ça fait aïe. Je lui ai dit, ben oui, et comment tu dis syphilis? Il me fait, syphilis. Je comprends rien à cette langue. Je sais qu'il y a des règles de phonétique là-dessus. Je les comprends pas. Enfin, je les comprends pas, je les apprends pas. Selon l'avis professionnel du Dr. Barwan Ment, et je crois qu'il y a des cas où il faut juste apprendre, le psychologue administratif, j'étais un témoin valide. Mais j'avais été trop traumatisée, italique. Souffrant de psychose traumatique, c'est l'expression qu'il avait employée, les parents de tous les enfants avaient reçu une copie de son évaluation, pour pouvoir reconnaître que je me souvenais de ce qui s'était passé. Et ainsi mon rôle dans les procédures légales suivant l'incident, même sommaire ou erroné, a été limité par le diagnostic du docteur Byron Ment,
que ma mère et mon père ont approuvé par écrit. L'étrangeté de la mémoire adulte est telle cependant que je me rappelle encore en détail la vision des narines du docteur Byron Ment, qui étaient de taille et de forme sensiblement différentes. Et que je me souviens d'avoir essayé d'imaginer diverses choses qui auraient pu arriver à son nez au cours de sa vie. Voir bébé dans le ventre de sa mère, pour provoquer une anomalie aussi marquée. Le clinicien était très grand, même selon les normes adultes, et j'ai passé le plus clair de l'entretien obligatoire à regarder ses narines et sa mâchoire. Et aussi son odeur aurait pu être celle d'un tapis de bain chez quelqu'un en été, bien que je ne l'ai pas identifié de la sorte sur le coup. Pour être honnête, le consensus était que le docteur Byron Ment filait les jetons à beaucoup d'entre nous. Encore plus que M. Johnson, même si tout le monde aurait été traumatisé d'avoir dû assister à un truc pareil, à plus forte raison, des jeunes enfants. Alors, là, on a un gros passage en capitale. Et on va aller au passage qui m'a terrifiée. 108. Alors qu'il était en train d'écrire au tableau, de nous montrer que l'expression « procès en bonne et due forme » apparaît à l'identique dans le 5e et le 14e amendement, M. Richard Allen Johnson a inséré par inadvertance autre chose dans la phrase, le mot « tu » T-U-E en majuscule. Hélène Morrison, Sanjay Rabindranath et certains des autres élèves les plus appliqués de notre classe ont découvert en copiant mot à mot ce que M. Johnson marquait au tableau, qu'ils avaient écrit « procès en bonne tue et due forme » et que c'était bien ce qu'il y avait au tableau, tandis que M. Johnson s'était reculé d'un ou deux pas et regardait ce qui était écrit avec une perplexité évidente. Enfin, perplexité, c'est le terme cité ensuite par un bon nombre de mes camarades, parce que même si le remplaçant était tourné vers le tableau et donc dos à la classe, il avait la tête curieusement penchée sur le côté, un peu comme les chiens quand ils entendent certains types de sons aigus, et il est resté dans cette position un moment, avant de secouer un peu la tête, comme pour s'éclaircir les idées, d'effacer le « tu » et du forme avec la brosse et de corriger en « et du forme ». Comme d'habitude, Chris de Mathéis avait la tête posée sur son pupitre au 2e rang. Et il dormait parce que son père et ses frères aînés géraient un service de livraison de journaux pour les kiosques et les petits commerces sur plus d'un tiers de la ville et qu'il faisait souvent lever des Mathéis à 3 heures du matin pour qu'il leur donne un coup de main. Même les jours d'école, et des Mathéis s'endormaient souvent en classe, surtout quand c'était avec un remplaçant. Encore de longs passages. Je vais arriver à la terreur, donc sur les uns, les autres, Frankie Caldwell, etc. Alors là, on est sur Mandy Blem, gros paragraphe, grande description de Mandy Blem. Ensuite, dès que les choses s'étaient calmées côté direction, elle avait repris son habitude de passer les cours, etc. On racontait aussi qu'elle mangeait de la colle. Ils ont 9 ans. Tout le monde avait un petit peu peur d'elle. Au même moment, Frankie Caldwell, qui est maintenant inspecteur qualité pour Uniroyal à Dayton, avait la tête baissée et dessinait quelque chose sur son papier ligné avec beaucoup de précision et d'intensité. Alison Standish, qui est partie vivre ailleurs, était encore absente. Pendant ce temps, le 10e amendement, les 9 premiers composent la Déclaration des droits, même si le 10e a été adopté simultanément en 1791, comporte la phrase « Les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la Constitution ni prohibés aux États », et ainsi de suite, que M. Johnson, au tableau, d'après Hélène Morrison et tous les autres élèves qui prenaient des notes, avait écrite « Les pouvoirs non délégués tuent aux États-Unis les par la Constitution ni prohibés aux tuent les États », après quoi il y a eu encore apparemment un long silence dans la classe, pendant lequel tous les élèves ont commencé à se regarder. Alors que M. Johnson était au tableau et dos à la classe, avec la main tenant la craie jaune qui pendait et la tête de nouveau penchée sur le côté, comme s'il avait du mal à entendre ou à comprendre quelque chose, sans se retourner et sans rien dire, avant d'attraper la brosse, encore une fois, et d'essayer de continuer le cours sur les amendements 10 et 13, comme s'il ne s'était rien passé d'inhabituel.
D'après Mandy Blem, il n'y avait plus un bruit dans la classe et beaucoup d'élèves avaient une expression de malaise sur le visage, pendant qu'ils barraient consciencieusement les tu et les et tu les que M. Johnson avait insérés dans la citation. À ce même moment, dans la fenêtre, un enchaînement d'événements horribles se profilait pour le père de Ruth Simons, qui, dans une diagonale de casse du maillage protecteur, déneigeait stoïquement et dignement la longue allée noire avec l'énorme engin Snowboy que les ingénieurs de la société du propriétaire avaient inventé dans ses laboratoires de recherche et développement et qu'il avait rendu aussi riche, etc. Là, on va avoir tout un moment sur la voiture de Madame Marjorie Simons, etc. Toute la classe d'éducation civique était devenue très silencieuse. Le nombre total de mots au tableau était 104 ou bien 121. Ça dépend si on compte les chiffres romains comme des mots ou pas. Si on me l'avait demandé, j'aurais probablement pu donner le nombre total de lettres, celle qui était le plus et le moins utilisée, en l'occurrence il y avait égalité, et un paquet de fonctions statistiques différentes qui permettent de quantifier la fréquence d'apparition relative des différentes lettres. Mais bien sûr, je n'aurais pas présenté ces données de cette façon, et d'ailleurs je n'étais même pas vraiment conscient de le pouvoir. Les données concernant les mots étaient là, c'est tout. À peu près comme on sait quand on a mal au ventre et où sont nos bras, même quand on ne se concentre pas sur ces endroits. Elle faisait simplement partie de l'environnement périphérique dans lequel je me trouve. Et là, il revient sur les histoires de la fenêtre. Alors, je vais citer encore des passages. Donc là, je suis page 115. Le seul bruit, à part les molaires de Chris Dematteis qui claquaient et qui grinçaient dans son sommeil, et je l'avais lu hyper vite, j'avais tellement peur, j'étais tellement tendue, c'était celui de Richard A. Johnson, qui écrivait au tableau quelque chose sur l'abolition de l'esclavage par le 13e amendement, apparemment, sauf qu'en réalité, il écrivait « Tue-les tous », partout sur le tableau, comme mes yeux l'intégreraient après quelques instants, en majuscules un peu plus grosses à chaque lettre, dans une écriture qui ressemblait de moins en moins à ses cursives fluides et qui était de plus en plus effrayante et pour finir carrément pas humaine. Et lui n'avait pas l'air de s'apercevoir de ce qu'il faisait, et il ne s'arrêtait pas pour expliquer ce qui se passait, et au lieu de ça, il penchait de plus en plus sa tête déjà bizarrement penchée, comme quelqu'un qui lutte contre une force étrangère ou maléfique qui s'est emparée de lui au tableau, et qui force sa main à écrire contre sa volonté. Et je n'étais pas conscient de l'entendre sur le moment. Il émettait un drôle de bruit vocal aigu, un peu comme un cri ou un gémissement d'effort, sauf que c'était juste une note ou une tonalité prolongée, et il a continué comme ça, à pousser ce bruit pendant beaucoup plus longtemps qu'on ne tient normalement sans reprendre son souffle, en restant face au tableau, si bien que pour l'instant personne ne pouvait voir l'expression qu'il avait sur le visage, et il écrivait « tue-les tous, fais-le, tue-les ». Encore et encore, dans une écriture de plus en plus irrégulière et gigantesque et pointue, et il en avait déjà rempli toute une partie du tableau. Ce que les témoins les plus crédibles semblent se rappeler le mieux à ce stade, c'est le trouble et la peur que ça provoquait dans la classe. Emily Enber et Elizabeth Frazier pleuraient et s'accrochaient l'une à l'autre. Et Danny Ellsberg, Raymond Jellis, Yolanda Maldonado, Jen et Erin Swearingen et plusieurs autres élèves se balançaient d'avant en arrière sur leur chaise fixée au sol, et Philip Finkelpearl était prêt à vomir, ce qui était dans ces années-là sa réaction à tous les stimuli un peu forts. Et Terence Whelan appelait sa belle-maman, et Mandy Blem se tenait tout droite et raide, et elle fixait avec un air de concentration intense l'arrière de la tête de M. Johnson, qui penchait de plus en plus sur le côté, comme pour toucher presque son épaule, avec son bras gauche tendu comme lui, et sa main droite qui faisait presque un genre de serre. Voilà. Alors je pense que je ne vais pas beaucoup plus lire. On a compris l'idée et cette image, voilà, que je trouve absolument terrifiante, d'une classe d'enfants assis, et voilà, enfants de 9 ans, assis dans une salle de classe,
Et le prof, qu'en plus là ils ne connaissent pas bien parce que c'est un remplaçant qu'ils ont déjà vu mais peu, au lieu d'écrire le cours, commence à être possédé. Alors je sais que ça touche des choses qui sont un peu perso, qui sont ma, ma peur des féminicides de masse, type tuerie de Polytechnique, la peur que j'ai développée après le Charlie et le Bataclan des fusillades dans les lycées, ça, ou fac. Hein. Ça, c'était une énorme angoisse et on se rappelle qu'il y a eu une attaque sur un campus au Kenya après qui a été extrêmement meurtrière. Hein. Peu de temps après les attentats en France en 2015. Oh, une fois, on m'avait envoyé un extrait de film d'horreur japonais, fusillade dans un lycée de filles. Mais l'angoisse, mais l'angoisse. Oh. Et là, et ça touche un truc qui m'est arrivé quand j'étais en terminale. Enfin, ça m'est pas arrivé à moi d'ailleurs. Moi, j'étais spectatrice. Mais un de mes profs a fait un arrêt cardiaque en cours. Il a survécu. Voilà, il a survécu et il a même repris les cours. Mais ça fait un drôle d'effet de voir le prof tomber sur les élèves. Et maintenant que je suis passée de l'autre côté du bureau, même si là pour le coup la classe était en U et il était de notre côté du bureau, il y a ce truc qui est pour moi vraiment extrêmement inquiétant. Il tranche dans cette image de la figure de maîtrise que doit avoir l'instituteur, l'institutrice, le maître, la maîtresse, le prof, la prof, au tableau. Et moi, déjà en tant qu'enseignante, j'ai une grosse trouille hein, de perdre ça. Mais là, ce qui est fort, c'est pas, voilà, vous voyez, craindre un début de règle quand on est en cours, c'est vraiment pas marrant, quoi, ce genre de truc. Mais c'est trouille absolue en tant qu'élève de voir celui ou celle, ici hein, celui qui doit constituer l'autorité, se déliter et lui-même voir la cohérence et la cohésion s'échapper. Je sais pas, je pense que... Alors bon voilà, le mot traumatisme revient parce qu'il y a vraiment quelque chose de traumatisant et puis je vais pas décrire la suite, on va pas divulgacher. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a dans les attentes que l'on a à l'encontre des enseignants quelque chose de l'ordre du caregiver. Et les profs sont un peu des caregivers, donc du pourvoyeur de soins. Et on attend des profs quelque chose d'aussi inconditionnel que des parents, alors même que les parents sont quand même bien loin de toujours fournir un amour inconditionnel. C'est très compliqué l'amour inconditionnel. Même de parents à enfants. Ou d'enfants à parents. Et là, dans cette situation-là, alors, les profs sont pas censés donner de l'amour aux élèves, hein, mais bah, c'est quand même une forme de soin. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place et qui pour moi est une des images les plus terrifiantes possibles. Celle d'un prof au tableau, pris par une pulsion qui donc non seulement ne peut plus apporter ce soin, mais qui en plus est en train de vouloir tuer les gamins qu'il a dans la salle de classe. Alors, j'ai repensé il y a quelque temps à la journée de la jupe avec Adjani. Vraiment, c'est un film que je n'ai pas aimé, j'ai trouvé bête. Enfin, j'ai pas compris. Mais voilà, finalement, si je mets la journée de la jupe en regard de ce texte du recueil L'Oubli, hein, et alors le rapport au titre, je suis incapable d'en parler. Le film d'Adjani, il focalise sur la prof. Et ça fait... alors si j'étais méchante, je dirais que cela place le spectateur ou la spectatrice dans une situation analogue à celle d'un syndrome de Stockholm, parce qu'on a beaucoup plus de sympathie pour la prof que pour les élèves, c'est-à-dire pour la preneuse d'otages plutôt que pour les otages. Et pour l'adulte plutôt que pour les enfants. C'est extrêmement problématique en fait, d'un point de vue éthique. Et ça pourrait être un peu interrogé, un peu
remis en question. Ça, j'ai pas, non, ça n'est pas dans le film, quoi. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Alors, je ne vais pas dire qu'on a non plus une prof glorifiée, héroïcisée ou ce genre de choses. Hein. Mais les gamins sont vraiment un décor, quoi. Et cette image, là, en fait, c'est un peu étrange ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai repensé plusieurs fois cette semaine à cette image, de cette nouvelle, de ce prof qui écrit au tableau, et qui, au milieu du cours, glisse des menaces. Et c'est vraiment pour moi une des images les plus terrifiantes qui soit. Finalement, il n'y a pas besoin d'avoir un truc extraordinaire, de créatures qui remontent des égouts, ce genre de choses. Hein. Et je sais même pas tellement quoi en dire. Voilà, je suis tellement fatiguée que j'ai les qui se ferment. Mais cette image assez... à la fois qui semble complètement ordinaire, on imagine bien des profs et c'est la tête penchée. Et ce sont les mots qui vont se glisser. On a un peu cet effet-là chez Stephen King avec les passages narrateurs, etc. On ne sait pas trop, enfin, cette espèce de dissolution, de... Alors, comment on dit déjà quand on est snob? De vaporisation de la voix narrative. Et là, j'ai quand même l'impression que... Voilà, sur ce coup-là, a fait une vraie nouvelle d'horreur. Alors même que, comme il raconte l'histoire, on sait que ça se finit plus ou moins bien. Et en même temps, avec cet effet extrêmement pervers, que les difficultés à raconter tout ce temps qui est perdu, qui va augmenter la tension dramatique, nous dit aussi quelque chose par la conséquence, donc la difficulté à parler, à se concentrer, de l'horreur de cet événement dans cette salle de classe. Je vous dis à bientôt.